Bienvenue à compte complet. On est rendu au mois de juillet déjà, donc 3 mois de jouer dans cette saison 2019. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Encore une fois, Marc, il y a pas mal de trucs sur lesquels on va revenir sur les actualités de la dernière semaine, notamment ce qui s'est passé à Londres alors que les Yankees de New York et les Red Sox de Boston ont joué une courte série de 2 matchs. J'espère que les amateurs londoniens ne se sont pas fait une idée trop tôt des 2 matchs qu'ils ont vus parce que c'était assez particulier comme rencontre. On va parler du match des étoiles. On est à 1 semaine de ce match qui aura lieu à Cleveland. Et est-ce que la nationale, finalement, a une meilleure formation que la Ligue américaine? Ça fait longtemps, il me semble qu'on n'a pas entendu ça. On va s'attarder sur le sort qui a attendu quelques vétérans au cours des dernières semaines qui ont été soit retranchés ou cédés dans les ligues mineures. On parle de Travis Shaw, Carlos Gomez et Carlos Gonzalez. On parlera de Brendan McKay, peut-être un autre Shohei Ohtani avec les Rays de Tampa, et du rendement des partants et des releveurs. Là, Marc, semble-t-il que les partants sont en train de rejoindre les releveurs. On va élaborer là-dessus un peu plus tard. On va commencer en parlant d'abord de Tyler Skaggs. Marc, on a appris cette nouvelle-là, malheureusement, en début de semaine, qui est décédé. Marc, tu regardes l'histoire des Angels, là, on dirait que c'est une malédiction. Je vais faire un petit peu d'histoire, là. Dans les années 70, les Angels ont perdu un joueur, le joueur d'arrêt-court régulier, Miley, accident de voiture. Un autre joueur et un gérant, à la suite d'une controverse à 3, Chico Ruiz avec un dénommé Lefty Phillips, avec Alex Johnson. Bref, ça a mal tourné. Il y en a 2 qui sont décédés dans l'année qui a suivi. Lyman Bostock, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, fin des années 70, embauché comme joueur autonome, tué dans une fusillade où il était la victime innocente. Il y a 10 ans, Nick Adenhart des Angels. Écoute, tu as l'impression que la malédiction s'acharne sur cette organisation depuis, en fait, leur entrée dans la Ligue américaine. On n'a pas de détails sur le décès, là, mais... Et comment expliquer l'inexplicable, là? Tu sais, je veux dire, oui, tout ça est rattaché à une organisation. Est-ce que, bon... on n'a pas de détails dans le cas du jeune Tyler Skaggs. 27 ans, il venait de lancer samedi, donc au cours du week-end. 7 victoires, 7 défaites. Un gars qui mordait dans la vie, extrêmement populaire auprès de ses coéquipiers. Alors, évidemment, toutes nos sympathies à la famille et à l'organisation, Alain, mais écoute, je suis toujours sans mots. Moi, je me rappelle le décès de Darryl Kyle qui m'avait laissé aussi sans mots. Tu sais, comment expliquer, le gars est dans la fleur de l'âge où il connaît du succès dans le baseball majeur, il a une carrière extraordinaire. Pouf, on le retrouve décédé dans sa chambre d'hôtel. Et puis là, écoute, on a... Ce qu'on sait, en fait, du décès de Skaggs, c'est qu'effectivement, on l'a trouvé... Donc, déjà décédé dans sa chambre d'hôtel. Peu importe les raisons. Un peu comme à Carol Bien, probablement, mais c'est juste d'une très grande tristesse là, de voir un jeune homme de la sorte là, nous quitter aussi rapidement. Oui, absolument. Le match lundi, d'ailleurs, entre les Angels et les Rangers a été annulé pour des raisons qu'on comprend fort bien. Marc, c'est dans 1 semaine qu'a lieu le match des étoiles. C'est à Cleveland. Et me semble que c'est la première fois, je regarde les alignements partants là, des 2 équipes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la Ligue nationale prendre le dessus. Faut dire une chose, par contre, et ça a commencé l'année passée. Selon moi, puis tu vas élaborer là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça a commencé, Marc, il y a peut-être 2 ans. Parce que l'an dernier, rappelle-toi, dans les matchs interligues, la nationale avait eu le dessus, et c'est encore le cas cette année. Bien, écoute, Alain, en tout cas, on a de gros arguments du côté de la Ligue nationale, parce que longtemps, il faut le dire, là, puis il n'y a pas... En fait, longtemps, et il n'y a pas si longtemps, on se disait, mais à fois, la Ligue américaine va écraser la Ligue nationale. Là, on regarde la Ligue nationale, Alain, ça, ce sont les partants. Et je pense qu'on peut parler de Wilson Contreras comme un des très bons receveurs, habile, agile, bon bras. Freddie Freeman, probablement un des joueurs les plus mésestimés, Alain, du baseball au premier but. Quelle saison pour Ketel Marte au deuxième. Et regarde le côté athlétique de Baez et de Marte au milieu de l'avant-champ. Et j'ajouterais Acuna Junior qui pourrait patrouiller le champ-centre. Nolan Arenado, est-ce qu'il y a un meilleur 3e but? On peut faire l'argument avec Matt Chapman, mais... Qui n'est pas le partant de la Ligue américaine. Qui n'aimait pas, exact. Alors, bon, vous comprenez qu'on est là. Bon, Cody Bellinger, est-ce qu'il a besoin d'explications? Est-ce que Christian Yelich a besoin d'explications? C'est... écoute, tu sais, au niveau, oui, production, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le côté, encore une fois, le très athlétique de tous ces joueurs, Alain, il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, il n'y a pas de balles qui ne seront pas saisies s'ils sont atteignables. On va dire ça de même. Je ne sais pas qui va frapper 8e là, dans cet alignement-là. Ben, je regarde ça, là, Marc, là, puis bien franchement, il y avait peut-être un joueur ou 2, on se disait, ben, dans la Ligue nationale, c'est des bons frappeurs.
Mais, bon... Puis on n'a même pas Josh Bell, là, par exemple. Mais Josh Bell va être frappeur de choix, d'après moi. Oui, bon, exact. Mais je veux dire, dans les partants, là, vous avez des gars comme Josh Bell qui ne sont pas là. Pete Alonso, qui connaît une saison remarquable avec les Mets comme recrue. Il y en a d'autres qui se sont joints, là, des gars comme Moustakis, encore une fois. Mais comme partant, Alain, c'est vraiment une formation qui impressionne. Ouais. Et Anthony Rizzo n'a même pas été sélectionné pour le match des étoiles, je vous ferai remarquer. C'est pas mauvais dans la Ligue américaine, ceci étant dit, sauf que des choix que je remettrai en question. Je parlais de joueur de troisième but. Bregman est bon. Il fait partie de l'élite, j'ai aucun problème avec lui, mais j'aime mieux ce que Chapman apporte dans son ensemble. Bien, écoute, c'est deux bons arguments, là, parce que les deux sont excellents. Si on commence par le receveur, bon, bien, Sanchez, je pense qu'à l'attaque, Alain, et son bras canon, là, je parle pas de son jeu en défense, mais la qualité de son bras, c'est un choix quand même relativement logique. Carlos Santana, quel retour avec les Indiens de Cleveland. Il participera d'ailleurs à la compétition des coups de circuit. Tu sais, DJ LeMahieu connaît une saison, je veux dire, c'est au-delà de toutes les espérances de la part des Yankees de New York. Polanco a transformé les Twins. Brantley est probablement le joueur autonome qui apporte le plus à son équipe. Mike Trout, bon, passons. Et George Springer, malheureusement, a été blessé, mais reste qu'avant sa blessure, il était parmi les meilleurs. Donc, c'est fort intéressant, c'est bon, mais je suis d'accord avec toi, Alain, la Ligue nationale me semble un peu plus, je sais pas, équilibré ou, au niveau athlétique, au niveau... j'ai l'impression qu'il faut donner avantage à la nationale, évidemment, sur papier. Sur papier, parce qu'évidemment, au cours des 20 quelques dernières années, la Ligue américaine a eu amplement le meilleur. Là. Il y a peut-être temps de tourner ça de côté. Ça va chatouiller quelques joueurs de la Ligue nationale. Ça. Bien, écoute, parce que... Ceux qui sont là depuis longtemps. Là. Exact. Et comme je le mentionnais, c'est que combien d'années, Alain, on disait, juste sur papier, on disait ça, c'est pas taille. Là, on a non seulement on est de taille du côté de la Ligue nationale, mais je pense qu'on a même un petit avantage. Là. On verra ce que ça va donner. Ça va en Europe, Marc, à Londres. Est-ce que tu as regardé un peu comment ça s'est passé là-bas? Pas tout, parce que je vais vous avouer que le premier match était de 4h42 et le deuxième, 4h24, là, en tout cas, dans ces eaux-là. C'est donc 9 heures de balle en 2 matchs. Bon, écoute, 60 000 personnes, c'est impressionnant. Là. Je pense que l'accueil a été... Les joueurs ont été vraiment... c'était des... on a été reçus en grand, il faut le dire, là, par les gens de Londres. Il y a plusieurs aspects là, qui, je pense, où on pourrait toucher, qui fait en sorte que l'attaque a tellement dominé. Il y a des statistiques, Alain, où j'ai de la misère à vous trouver des explications. Par exemple, la moyenne du baseball en ce moment, lorsque la balle quitte le bâton, c'est autour de 86-87 000 à l'heure. Dans la série, on parlait de 94 000 à l'heure lorsque la balle quittait le bâton. Il y a des lanceurs qui ont dit que l'espace derrière était quand même différent, ce qui fait en sorte qu'on ne sentait pas une proximité avec le receveur. On avait l'impression qu'on lançait ça à 80 pieds au lieu de 60 pieds 6 pouces. Bon, est-ce que c'est un... Parce que tous les lanceurs, Alain, se sont fait... tous. Mais tabasser, là, un par un. Là. Puis écoute, les deux premiers partants n'ont pas traversé la première manche. Incroyable. Et donc, ça a été extrêmement difficile. Très difficile aussi pour les Vultures de voir la balle. Bon, vous allez dire, les sièges étaient remplis, mais les sièges étaient blancs, les gens étaient habillés en blanc. On semble-t-il qu'on avait beaucoup de misère à aller récupérer la balle lorsqu'elle quittait le bâton. Mais peu importe tout ça, c'est mission accomplie. On voulait montrer les deux meilleures équipes. C'est sûr que ça a été beaucoup plus de points. Mais je pense que le baseball, si vous voulez le démontrer, c'est plus excitant de montrer un match à pointage élevé qu'un duel de lanceurs de 2-0, même si les puristes vont vous dire que c'est des retraits sur des prises. Bon. Mais je pense qu'on a exagéré là, dans le sens que j'aurais aimé ça moins de points. Et surtout... Un 9-8, ça aurait été correct. Un 9-8 en 3h30, là, on a peut-être un scénario. Tu sais, 3h30 pour un match Red Sox-Yankees, on est à peu près dans ces eaux-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense qu'on vient de voir, justement, le bon comme le mauvais côté du baseball dans cette série-là. Autant, bon, ça a été... C'était populaire, les gens ont apprécié, on en a eu pour notre argent. Mais 4h42, Alain, tu peux pas aller là. Puis je comprends que là, il y a du temps entre les manches, puis là, il y a des choses. Mais tu peux pas aller là. Il faut garder ce rythme-là beaucoup plus intéressant, selon moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai pas regardé tous les 2 matchs. Oui, j'ai regardé une partie des 2 matchs, mais je me souviens, j'ai en tête une présence d'Aaron Hicks où c'était 30 secondes dans chaque lancer, où il y avait personne sur les sentiers.
Hicks, que j'ai pas l'habitude de critiquer, il y en a des pires, je pense, au sein de sa propre équipe, là. Mais pourquoi, dans ce cas-là, il a décidé de prendre son temps de la sorte, là? C'est pas avec ça qu'on va vendre le baseball. Même si, dans le cas du baseball majeur, je comprends, le but, c'est de vendre le baseball en Europe. Je pense que c'est le marché qu'on vise maintenant. Et pour ça, je pense qu'on a réussi quand même. Tu sais, on a amené les deux gros marchés, deux grosses équipes. Là, on y retourne l'année prochaine. Avec des matchs qui comptent. Donc, il y a une importance pour les deux équipes. Mais Alain, et je pensais ne jamais dire ça, là, mais là, il est temps, malheureusement, là, c'est d'amener, je dirais, oui, un cadran, mais aussi une espèce de pénalité sur les gars, les frappeurs qui sortent du rectangle, les lanceurs qui prennent trop de temps. Le baseball, c'est le fun, puis on a besoin de ce sport-là, parce que c'est un sport qui est différent. On peut se détendre à regarder du baseball. C'est pas un match là où on est... T'sais, parfois, il y a des moments... Puis on a besoin de ce genre de sport-là. On a besoin des fois de s'arrêter puis de respirer. Mais en même temps, tu veux pas avoir ces longueurs-là. C'est pas nécessaire. Et j'ai été longtemps celui qui a défendu, parce que le temps, pour un joueur, parfois, c'est OK, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est 2 balles, une prise. Là, il va arriver ici, il y a un go ou 2, il est rapide, il faut que je le check. Tu sais, tu comprends, le temps, là, il me permettait, moi, là, comme joueur, ou même après ça, comme amateur, de dire OK, d'anticiper qu'est-ce qui peut s'en venir. Mais là, on donne trop de temps, là. Il y a trop de temps. J'aurais souhaité que les joueurs soient assez... comprennent assez la réalité des choses pour qu'on les éduque. Tu sais, que le baseball, qu'on éduque les joueurs et qu'eux-mêmes prennent la décision que le rythme est meilleur. Mais il y a trop de joueurs encore. L'exemple de Aaron Hicks en est un autre, là, mais il y en a plusieurs. Il y a trop de joueurs qui s'en foutent carrément. Et on n'arrive pas à trouver une solution qui va plaire à tout le monde. Ce que tu dis là, Marc, me rappelle une anecdote que je vais raconter. C'est arrivé dans les années 60 où un match était présenté, je pense, en Arabie Saoudite. C'était pour les Américains qui étaient stationnés là-bas, mais les gens là-bas pouvaient voir le match. On présentait seulement une manche ou deux. L'arbitre allait voir les deux équipes. Il dit, messieurs, je veux pas que les gens pensent que c'est un sport qui est ennuyant. Vous avez besoin de vous élancer. Les trois frappeurs ont mis la balle en jeu sur le premier lancer. Il y a eu 2 retraits puis un double. Et pourtant, si on analyse le baseball en profondeur, Alain, aucune balle, aucune prise. Donc, le premier lancé, les frappeurs frappent en moyenne 330 quelques. C'était l'arbitre qui était allé voir les deux équipes. Mais je pense que c'est juste malheureux que ce ne sont pas les joueurs eux-mêmes qui ont décidé de prendre les choses en main pour donner un... Ils ont intérêt à le faire, puisque avec plus de rythme, plus d'argent dans les coffres des propriétaires, c'est plus d'argent dans les poches des joueurs. Bon. Marc, on va parler du sort de quelques vétérans. Puis, je veux que tu as joué, donc tu as vu probablement quelques vétérans dans les ligues mineures qui sont descendus. Puis, il y a 3 cas sur lesquels je veux qu'on s'arrête. Travis Shaw, qui lui était retourné dans les ligues mineures. Dans le cas de Carlos Gomez et Carlos Gonzalez, on attend ce qui va arriver avec eux. Dans le cas de Gomez et Gonzalez, ils ont été enlevés de la liste des 40. C'est pas une surprise dans le cas de Carlos Gonzalez. Dans le cas de Gomez, j'ai été un peu plus surpris parce qu'il manque de voltigeurs là, chez les Mets. On va commencer par parler de Travis Shaw, puisque lui, il est toujours dans l'organisation des Brewers de Milwaukee. C'est une chute assez spectaculaire de production, merci. Et comme on a de la profondeur, on pouvait se permettre de l'amener dans les ligues mineures. Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme Travis Shaw qui a frappé 30 circuits à un moment donné? Est-ce que le fait de l'avoir fait jouer au 2e but lui a fait perdre ses repères? Le fait que, Bien, écoute, Alain, avec l'argent investi, avec la valeur que ce gars-là a, il faut trouver des moyens pour qu'il retrouve justement ses fameux repères. Tu sais, Alain, le baseball majeur aujourd'hui, la façon dont les joueurs sont productifs, justement, qu'il faut gagner, il y a plus de parité, parce que quand même, on regarde la course dans la division centrale, par exemple, de la Ligue nationale, avec les Cubs, les Brewers, les Pirates. Bon, il faut que tu produises. Il faut produire. Regardez Carlos Gonzalez. Tu sais, je veux dire, tu regardes l'élan, tu regardes la carrière, tu dis, ce gars-là a encore à donner. Et là, c'est la 2e organisation cette année qui disent, c'est pas suffisant. Donc, est-ce que le joueur est à la croisée des chemins? Est-ce que, justement, ce talent-là, ces habiletés-là ne sont plus à la hauteur? Shaw, lui, va pouvoir continuer de jouer dans le 3A pour retrouver ses repères. Oui, exact. Alors, dans le cas de Shaw, c'est différent. Dans le cas de Shaw, je pense que là, il faut mettre quelqu'un auprès de lui à l'attaque, là, parce que c'est à l'attaque les problèmes, et trouver des solutions. Tu sais, je veux dire, travailler que ce soit
ce soit mécanique ou que ce soit même la préparation peut-être mentale. Bon, il y a des choses à travailler et je pense que c'est récupérable. Dans le cas de Gonzalez et Gomez, je serais un petit peu plus nerveux de leur... En fait... Tu sais, déjà que Gonzalez a eu de la misère à se trouver un contrat. Finalement, il a signé un contrat de Ligue mineure avec les Indiens. Ça n'a pas été comme il le voulait. Remercier les Cubs. Mais là, après 2 tentatives, tu sais, encore une fois, je me répète, mais il faut produire, il faut montrer. On a eu l'occasion de le voir, Gonzalez. C'est pas le même Gonzalez. Et souvent, par exemple, un lanceur de balle rapide peut devenir un lanceur de finesse. On l'en a vu à plusieurs reprises. Mais un frappeur de puissance ne peut pas devenir un frappeur de simple. Ça ne marche pas comme ça, Alain. Alors là, cette production, ce gars qui frappe des doubles, des circuits, on la voit tout simplement pas. Alors, tu sais, il faut produire. C'est juste ça. Et au baseball, c'est une longue saison. Un gars qui joue tous les jours, c'est 600 présences au bâton. Et la différence entre un bon joueur des ligues majeures puis un bon joueur des ligues mineures, c'est la constance. C'est de le faire sur une longue période. Mais les gars comme Gonzalez et Gomez sont pas capables d'amener leurs habiletés maintenant sur une longue période. Alors, les équipes abandonnent. On a besoin de résultats rapides. Oui, dans le cas de ces 2 gars-là, il y a de bonnes chances qu'ils soient carrément libérés. Ouais. Gomez était dans les ligues mineures. Bon, avant de s'amener avec les Mets, peut-être acceptera-t-il... Mais ça fait combien d'équipes, Alain, là? Ouais. Gonzalez, celui, je suis moins sûr qu'on va le garder dans... Je sais que les Cubs souhaitent qu'il s'en aille dans le 3 et qu'il travaille parce qu'on croit encore un peu en lui. Mais c'est quand même tout un message pour un vétéran qui a connu du succès dans le baseball majeur, là, se retrouver pour une 2e fois à se faire tasser. Il aurait peut-être intérêt, donc, à accumuler les présences au bâton, peu importe le niveau. S'il veut rester dans le baseball, Alain, il n'a pas le choix. Présente-toi au niveau 3A. Si tu veux encore être capable d'aider une équipe dans le baseball majeur, il faut que tu joues. Tu ne peux pas rester chez vous à attendre un contrat. Alors, c'est pas des décisions faciles, mais c'est le sport aujourd'hui, Alain. Encore une fois, je me répète, mais ce sont les résultats. Alors, il faut que tu y produises. Écoute, il y a des exemples là, des joueurs d'arrêt-court. C'est avec les Brewers de Milwaukee, là, qui jouait à l'arrêt-court. En tout cas, Arcia. Il y avait Arcia qui était là. Non, mais avec les Royals de Kansas City. Alcides Escobar, qui est dans le 3A maintenant avec les White Sox de Chicago. Escobar. Bon, les séries mondiales, premier frappeur. 2 années de suite en série mondiale. Puis il n'a pas joué un match dans le baseball majeur cette année. Il a été cédé dès le départ. Donc, il faut produire. C'est pas parce que tu as une feuille de route extraordinaire il y a 1 an ou 2 que tu as garanti d'avoir ton poste maintenant. C'est comme ça. Oui. Marc, Shohei Ohtani va avoir de la compagnie. Et je parle pas avec les Angels, c'est que les Rays de Tampa, encore eux, on va dire, ont rappelé Brandon McKay. Il a lancé un très bon premier match. 5 manches parfaites pour commencer au cours du week-end. Et là, en début de semaine, on va l'utiliser à nouveau comme frappeur de choix. Dans les ligues mineures, il a bien fait comme frappeur, un MPP au-dessus de 900. On a décidé de l'utiliser strictement comme frappeur désigné cette année dans les ligues mineures. Il a aussi joué au premier but dans les années précédentes. Je sais que, Marc, tu avais prôné depuis... Mais ça fait au moins 2 ans là, que tu parles de ce genre de joueur qui va arriver éventuellement compte tenu du nombre de lanceurs qu'on utilise au sein de l'alignement de 25. Mais lorsqu'il avait été repêché, moi, je me souviens, lorsqu'il avait été repêché, on disait, est-ce qu'on le repêche comme joueur ou comme joueur de position ou comme lanceur? Choix de première ronde, lui. Choix de première ronde. Et c'était parmi ces athlètes-là qui sont capables, qui ont excellé dans les 2. Et là, Ohtani a amené ça à un autre niveau, compte tenu de sa popularité, évidemment, au Japon, et le fait qu'il, lorsqu'il a signé avec les Angels, il dit, moi, je signe un contrat, c'est pour faire les 2, comme obliger un peu l'organisation à l'utiliser de cette façon-là. Bien, en tout cas, moi, je suis content que les Rays ont décidé de lui donner cette chance de faire les 2. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont très hésitants. On dit c'est assez difficile d'être lanceur uniquement ou d'être frappeur uniquement. Il faudrait se concentrer là-dessus. Mais moi, je crois à ça. Les athlètes sont rendus assez bons, en tout cas certains, là, d'être capables de faire les 2. Et évidemment, la blessure d'Ohtani n'a rien à voir avec le fait qu'il est frappeur également. Non, non, absolument. Bon, alors, lorsqu'il va revenir, je ne sais pas s'il va lancer encore, parce qu'on a vu qu'il n'est pas pire au bâton. Là. Oui. Mais je pense que j'aimerais ça, en tout cas, qu'il le laissait à nouveau. Et moi, je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Là. Je me répète là-dessus, mais il y a un avenir pour ces gars-là.
Et ça va attirer de meilleurs athlètes au baseball parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Écoute, les bons athlètes, là, sont bons au football, sont bons au basketball, sont bons au soccer, sont bons au baseball. Ils peuvent pratiquement choisir leur sport. Mais souvent, on ne choisissait pas le baseball parce qu'on ne va pas directement de l'université dans les ligues majeures. Hein? On peut passer directement à la NBA ou à la NFL, mais pas toujours. Bon, est-ce que je vais me taper 2-3 ans dans les rangs mineurs? Je peux même pas lancer en plus. Bon, là, peut-être qu'on a trouvé une solution pour amener ces bons athlètes-là à potentiellement faire les deux puis à exceller à faire les deux. Alors moi, je trouve ça chapeau aux Rays, encore une fois, puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, et j'ajouterais que Mark Griffin était très bon au hockey aussi. Ah non, voilà. Assez pour se faire remarquer, je devrais ajouter. Marc, un petit débat, mais moi, je veux t'entendre. J'ai mes explications. Depuis qu'on utilise les releveurs à outrance, je vais parler des années 60. Bon an, mal an, les releveurs ont de meilleures statistiques. On parle de meilleure moyenne de points mérités, ça, c'est indéniable. Pour des raisons fort simples. On le sait, les releveurs qui vident les buts, qui ont des bonnes moyennes de points mérités, on en a connu. Donc, la moyenne de points mérités, c'est normal qu'elle soit plus basse pour les releveurs que pour les partants. La moyenne de coureurs sur les sentiers, généralement, les releveurs, c'est meilleur que les lanceurs partants. Donc, globalement, les statistiques sont meilleures. Je ne dis pas que les releveurs sont meilleurs que les partants. C'est deux choses différentes. Mais là, ça commence à se rapprocher. J'ai quelques explications, mais je veux t'entendre là-dessus, toi. Est-ce que tu es surpris, première des choses, de voir ces statistiques qui semblent se rapprocher, là? Ben non, contenu, parce qu'on a beaucoup plus de manches lancées maintenant chez les releveurs, Alain. C'est que nos partants aussi, là, qui lançaient 7 puis 8 manches, parce que tu connaissais du succès, bien là, un départ de qualité, c'est 6 manches, 3 points. On est beaucoup moins patient. Donc, est-ce que c'est proportionnel, Alain, au nombre de manches lancées? Parce que plus un releveur lance de manches, bien, plus il est susceptible, justement, de donner des points ou d'avoir une moyenne de... Tu comprends la logique derrière ça? Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait... est-ce que c'est le fait qu'on lance maintenant avec une certaine puissance? Est-ce que ça a changé la donne à ce niveau-là? Je suis pas nécessairement surpris, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, par exemple. Bien, il y a deux choses, et je pense que ça se tient, puis ça rejoint ce que tu dis aussi. Un, les partants lancent moins. Tu as parlé des départs de qualité. Historiquement, on le sait, le troisième tour au bâton, les partants se font cogner et les partants lancent de moins en moins ce fameux troisième tour au bâton. Donc, ce tour-là vient, si tu veux, améliorer en quelque sorte les statistiques. L'autre chose, comme les partants lancent moins, tu as plus de releveurs. Donc, on utilise plus, je vais te dire entre guillemets, là, avec tout respect pour les joueurs qui évoluent dans le baseball majeur, on utilise de plus en plus le 11e, 12e lanceur qui, eux, passaient la mop auparavant. Donc, qui n'existaient même pas, Alain. Les mauvais lanceurs, autrement dit, lancent plus aujourd'hui qu'ils lançaient il y a 30 ans. Bien, écoute, Alain, il y a à peine 20 ans, on avait 10 lanceurs. Il n'y avait pas 12 lanceurs. Là, tu en as 2 de plus. C'est évident qu'il va y avoir des gars de moindre qualité à ce niveau-là. Mais on a toujours 5 partants. Et tu as toujours le partant numéro 4 ou 5 qui, veut pas, ne sont pas la crème de la crème. Alors oui, il y a une certaine logique du fait que ça commence à s'équilibrer davantage. Même si j'aimerais... Moi, en tout cas, j'aime encore les Verlander de ce monde et les gars. Pourquoi? Parce que quand ils prennent la balle, ils veulent lancer 9 manches. Ça finit pas de même. Mais il faut que tu aies la mentalité. Trop de jeunes lanceurs aujourd'hui, moi, je vais vous donner 5 bonnes manches. Et ça m'agace. Ça m'agace. C'est peut-être ce qu'on leur demande aussi. Non, je comprends. Mais tu comprends? Je veux dire, tu sais, on parle de durée de match, là, mais tous ces changements de lanceurs qui ont eu lieu dans la série à Boston, New York, à Londres, là, ça fait en sorte aussi que ça étire des matchs. Donc, tu comprends ce que je veux dire? C'est que, alors, à ce moment-là, j'aime ça, moi, qu'un lanceur est capable de lancer 6, 7 bonnes manches, puis après ça, bien... On peut donner la balle à des releveurs. Une dernière chose, Marc, avant de terminer, je veux lever mon chapeau à quelqu'un qui le mérite bien et qui va le mériter pour encore une quinzaine d'années, l'agent de Bobby Bonilla, qui, encore une fois, cette année, et ce sera le cas jusqu'en 2035, va recevoir son 1 et quelques millions de dollars. 1,2 à peu près, là. À tous les 1er juillet. À tous les 1er juillet. Alors, bien, écoutez, lorsque Bonilla avait signé ce fameux contrat, les Mets étaient dans le trouble. Donc... Financièrement, un paquet d'affaires. Et là, Bonilla est arrivé avec son argent. Là, on dit, écoutez, pas de problème avec ça. On va différer. Vous nous devez tant d'argent. Là. On va étaler ça sur une très longue période. Et sur le moment, on s'est dit, c'était une très bonne idée chez les Mets de New York.
Alors, M. Bonilla est tout sourire à chaque 1er juillet. Il fait plus d'argent qu'une bonne partie des joueurs du baseball majeur. Ouais, les recrues, là. Ouais, les recrues, entre autres. Mais écoute, on va en parler chaque année. Jusqu'en 2035. Jusqu'en 2035. Merci beaucoup, Marc. Ben écoute, c'est avec les Mets qui reçoivent cet argent-là. Ben les Mets, on va aller voir ce mercredi dans un affrontement tout new-yorkais. Les Mets qui vont accueillir les Yankees de New York. Domingo Germán devrait être de retour au jeu pour les Yankees pour ce match. Et le partant prévu pour les Mets, Jason Vargas, c'est un match qu'on vous présente à RDS à compter de 19h. Ce sera notre dernier rendez-vous avant le concours de coups de circuit et le match des étoiles la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt.